Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 4 juin et je vous invite, lors du vernissage, à rencontrer les nouvelles expositions qui vont être présentées ici au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 17 juillet. Alors, les 3 expositions que je vais vous présenter aujourd'hui sont celles de Monique Genet, qui se nomme Rencontres cellulaires, celle du Centre d'archives régional dans Charlevoix, qui se nomme Chouchou, le train de Charlevoix, et finalement l'exposition Dans la tête d'un rêveur de Marco Pilotto. Bonne visite! J'ai la chance d'avoir aujourd'hui Madame Monique Genet qui nous présente son exposition Rencontres cellulaires. Bonjour Madame Genet. Bonjour. Contente de vous avoir au Carrefour culturel aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, dites-moi donc, on va commencer par vous comme artiste. Pouvez-vous me parler de votre cheminement d'artiste? Moi, je suis artiste multidisciplinaire. Je suis bachelière en arts visuels de l'Université Bishop de Sherbrooke. Donc, vous n'en êtes pas à votre première exposition, là, si je comprends bien. J'ai fait quelques expositions solo et puis différentes expositions collectives avec des gens de différents endroits. Oui. J'ai entre autres des participations à Montréal, à Québec et à Toronto. OK. Puis, pouvez-vous me parler un peu de qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui? C'est quoi ça, Rencontres cellulaires? Rencontre cellulaire, c'est apparu de façon accidentelle. J'ai à m'aroufler du papier craft sur les toiles pour avoir une autre matière à travailler. Puis, par accident, il s'est produit au séchage des plis dans mon papier. Le papier a réagi à la colle. Ah oui, ah oui. Et puis, à partir de ces plis-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que j'avais 10 toiles au moins de préparer. Alors, ces toiles expriment, pour moi, ça représentait la peau, les plis de la peau. J'en ai déduit ça dans mon expression d'artiste. Et puis, par la suite, eh bien, j'ai continué à explorer et les cellules sont apparues. Oui, c'est apparu de quelle façon, ça? Bien, les cellules, pour moi, le fait d'avoir les plis de la chair, donc les cellules, je voulais en parler, puis c'est exprimé autant l'extériorité que l'intériorité. Et puis, les couleurs, ensuite, ça s'est développé. J'ai eu des couleurs de chair et les cellules en contiennent et également le rouge pour le sang. Ah, donc ça a vraiment un rapport avec vraiment là, la biologie, l'humain? Oui. L'intériorité autant que l'extériorité aussi. Puis, j'ai des... C'est ça. Les cellules, il y a les cellules de communication, les cellules de la maladie. Oui, oui. Puis est-ce que je peux savoir pourquoi on retrouve toujours l'oiseau et le caribou? Je les ai choisis parce que je voulais représenter l'être humain, mais par les animaux, parce qu'ils ont une vie similaire à la nôtre. Et puis, ça m'amenait ailleurs. Et puis, je les ai choisis principalement, ces deux-là, parce que au cours d'une visite à Sutton, dans un magnifique jardin, j'avais observé le jardin en question était préservé par une longue haie de cèdre et autres. Et puis, en le regardant comme il faut, le feuillage, à la base, était tout enlevé. Ouais. Et puis, ça m'a prouvé que le cervidé était présent Et puis, comme on parle de territoire protégé, des fois, de cellules, eh bien, je trouvais que... Moi, je dirais bien ça. Était entré dans un territoire où il n'y avait pas lieu d'être, finalement, parce qu'il avait pris en possession les cèdres. Et puis ensuite, l'oiseau, lui, je l'ai découvert dans le même jardin, mais il était placé parmi des fleurs en tant que sculpture, un gros oiseau, puis les pattes bien ancrées dans le sol. Alors lui, il voulait partager ce territoire également. Puis c'est comme ça. Et puis, symboliquement, l'oiseau, c'est celui qui représente la vie en nous éveillant chaque matin par son chant. Oui. Puis alors que le cervidé, lui, par sa haute ramure, qui représente l'arbre de vie. Donc, quel médium on retrouve
dans vos tableaux? L'acrylique, que je peins par une gestuelle avec de larges pinceaux qui laisse comme un lâcher-prise qui m'amène à la création. Ensuite, j'utilise le collage également, comme on voit les silhouettes ici dans ce cas-ci. Ces collages-là, bien, dépendant de quel qu'on choisit, souvent nous amènent à aller plus loin dans notre œuvre aussi, ou ça nous dirige ailleurs un peu aussi. Je travaille en sculpture aussi. Ah, oui, c'est vrai, il y a des œuvres. Oui. Puis souvent, celles-ci que j'ai présentement à l'exposition sont en papier mâché. Mais normalement, j'utilise l'argile que je manipule de différentes façons. C'est comme un exercice de méditation. Les formes apparaissent sans trop avoir une idée précise de la création. Puis le résultat est plutôt abstrait? C'est plutôt une tendance figurative dans la sculpture plus que dans la peinture. J'aimerais savoir qu'est-ce qui en émerge de vos tableaux, là? Dans ce cas-ci, dans cette série-là, ce sont les cellules, mais principalement, j'ai les couleurs de chair et de sang reviennent souvent dans mes tableaux. Ce qui en émerge aussi, il y a les formes. Les formes, le rouge, couleur chair, et le sang. La couleur, oui, le rouge pour le sang. Le rouge pour le sang. Ça l'amène à penser aussi aux cellules de la maladie, entre autres. Aussi des cellules de rencontre. Et aussi, dans ces œuvres-là, c'est le cervidé et l'oiseau qui sont en discussion, en dialogue, si vous voulez. Dans certains tableaux, il y a l'expression d'isolement, de rassemblement, de solidarité aussi. Oui. D'ailleurs, ici, à ma gauche, c'est votre tout dernier tableau. Oui, c'est ma dernière création, parce que ma création de cette exposition a commencé en 2015. Celle-là date de 2020. Et puis, celle exprime la pandémie, la période de pandémie. Et puis, en arrière-plan, on voit les oiseaux qui sont développés en gros plan, si vous voulez. Et puis, en avant-plan, bien, je les ai placés en forme en rang, comme un peu on devait aller dans les endroits avec la oui, distance, en fil, la distance, la distance sociale. Ah! Il y en a, par contre, ils ont bougé, ils n'ont pas toujours le même rang, ils sont comme un peu en désordre ou de façon différente. C'est moins à la queue leu-leu, si on veut. Et puis, cette distance-là, ça rappelle... puis, le fait qu'ils soient placés comme ça rappelle les gens qui ont désobéi parfois au règlement quelconque de la pandémie. Tout à fait. Et puis, vos titres, eux, comment vous les trouvez? En peignant souvent. Et puis, lorsque le titre apparaît, un ou plusieurs, des fois c'est plus qu'un, je l'écris sur le mur à côté de ma toile. Et puis, ça me permet d'y revenir plus tard. Souvent, je le conserve, d'autres fois, je le change. Et puis, si je n'arrive pas à trouver le titre, bien, je me rends à la fin de mon expression sur le tableau. Et là, je me concentre à regarder qu'est-ce qui émerge de tout ça, puis qu'est-ce que je pourrais donner comme titre. Oui. En tout cas, Madame Genet, c'est sûr qu'on invite les gens à venir voir, hein. L'ensemble, là, c'est tellement beau quand on rentre dans la salle, dans la pièce. Ça vaut la peine de se déplacer. Oui, puis je suis contente de votre accueil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Genet. Je suis vraiment contente d'accueillir aujourd'hui la directrice du Centre d'archives régionales de Charlevoix, Mme Christelle Lavoie. Bonjour Christelle. Bonjour Pascal. L'exposition que tu présentes au Carrefour culturel présentement, c'est Chouchou, le train de Charlevoix. Oui. Donc je comprends que ça doit parler du train. Exactement. On est très contents d'être de retour au Carrefour après une petite pause. On revient à nos bonnes habitudes. Donc, c'est ça, cette année, l'exposition parle du train de Charlevoix. En fait, l'exposition est divisée en 4 thèmes qui sont présentés de façon chronologique. D'abord, on parle des débuts du chemin de fer, en fait, comment ça s'est fait, pourquoi,
C'est sûr que ce thème-là est très lié là, à un personnage en particulier, qui est Rodolphe Forgette. On le connaît, là, c'est l'initiateur du projet. Quelle année, ça? 1920 à peu près? Bien, en fait, on a commencé à parler du chemin de fer là, lors de sa première campagne électorale. Là, je crois que c'était en 1905. Fait que ça a pris quand même plusieurs années avant que le projet de construction débute. Puis la construction comme telle a été aussi très longue, là, parce que il fallait creuser à travers les montagnes. C'était compliqué, le chemin de fer dans Charlevoix. Oui. Puis le but, c'était de l'amener de Québec jusqu'à où? La Donnahue, peut-être? Jusqu'à la Malbaie, oui. La Malbaie, Clermont. Puis c'est ça, ce qu'on parle aussi beaucoup dans l'exposition, c'est l'époque avant chemin de fer, parce que Charlevoix était une région isolée. C'était très difficile, là, les communications, d'entrer et sortir de Charlevoix. Donc, puis ça contextualise beaucoup là, pourquoi le chemin de fer a été si important, pourquoi on en parle encore. Ça a vraiment là, sorti Charlevoix d'une certaine, peut-être, torpeur un peu. Là. Oui, parce que c'est ça, les routes ne devaient pas être accessibles à l'année là, pour revenir dans Charlevoix. C'était plutôt difficile, là, les transports, les communications, tout ça. OK, c'est vraiment intéressant. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'exposition? Bien, c'est ça, dans le fond, ce sont, comme d'habitude, là, des documents d'archives, donc des documents textuels, photographiques, un peu d'imprimés. On a aussi quelques artefacts, là, toujours des pièces peut-être plus visuelles. Là. Donc, on a un télégraphe c'est le télégraphe qui était dans l'ancienne gare de Baie-Saint-Paul, qui provient de la collection Rosaire Tremblay. Bien, derrière moi, on a les panneaux d'affichage de la gare de Baie-Saint-Paul. Donc, on voit. Oui, c'est des ardoises. En fait, c'est écrit là, à la craie par Ernest Rottier. Donc, c'est le dernier train qui a écrit l'horaire. Donc là, ça, c'est précieux, si je comprends bien. Oui, bien, c'est pour ça qu'on les a protégés, pour éviter que quelqu'un efface. Mettre le doigt dessus! Je comprends! La gare, justement, de Baie-Saint-Paul, elle a fermé en quelle année? Bien, en fait, ça, c'est à peu près 1950 qu'on situe ça. C'est sûr que dans Charlevoix, il y a eu des trains de passagers jusqu'en 1977. Puis ensuite, là, c'était vraiment seulement du train du transport de marchandises. Ah, OK. Puis c'est ça, dans le fond. Après, bien, il y a eu en 84 le Tortillard du Saint-Laurent. Oui, le retour du train touristique. Oui, ça rappelle bien des souvenirs aux gens de Charlevoix. Puis c'était vraiment, il y avait une effervescence autour de ça, parce que ça faisait quand même quelques années qu'il n'y avait plus de train de passagers dans Charlevoix. Donc, ça aussi, c'est un de nos thèmes dans l'exposition qu'on aborde. Aussi, bien, c'est ça, il y a les gares aussi, parce qu'évidemment, avec l'arrivée du chemin de fer, bien, il y a poussé plein de gares tout le long du parcours. Puis c'est des bâtiments qui étaient vraiment présents dans le paysage de Charlevoix. Les gens étaient habitués à ça. C'était des lieux de rencontre. C'est là où on allait chercher des gens ou... envoyer des télégraphes, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, on a de magnifiques photos là, des gares de Charlevoix. Donc, ça aussi, c'est à voir. Puis, on a un dernier thème qui est plus brièvement présenté, là, mais c'est le train actuel, en fait. On fait un petit clin d'œil là, à Réseau Charlevoix avec le train actuel. Vous avez bien raison, vous ne pouvez pas en parler, ça fait partie de l'histoire quand même. Est-ce que vous pouvez me parler du centre d'archives? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Bien, en fait, le Centre d'archives régional de Charlevoix, c'est ce qu'on appelle un SAPA. C'est un service d'archives privé agréé par BANQ. Donc, Bibliothèque Archives nationales du Québec, c'est long, là, mais en fait, on fait partie d'un réseau provincial de 41 SAPA qui sont disséminés un peu partout à travers le Québec. Et tous ces SAPA-là sont rattachés à BANQ, qui est au ministère de la Culture. Okay. Donc, le centre d'archives, c'est ça. Nos locaux sont situés à Baie-Saint-Paul, au sous-sol de la bibliothèque René-Richard. C'est quand même important de mentionner que notre mission est régionale. Donc, on couvre vraiment tout le territoire de Charlevoix. Tout Charlevoix, pas juste Baie-Saint-Paul.
c'est ça. Des fois, même si nos locaux sont situés à Baie-Saint-Paul, c'est important de le mentionner. Oui, oui. Puis c'est ça, justement, parlant de notre mission, bien, c'est de faire l'acquisition, le traitement, la conservation et la diffusion du patrimoine archivistique. Donc là, privé. on est dans la diffusion avec les expositions. C'est vraiment ça. Puis notre but, c'est vraiment de mettre en valeur les fonds et les collections qu'on a au Centre d'archives. Bien sûr, pour pas que ça tombe dans les oubliettes, les faire vivre. C'est pour ça aussi qu'on les conserve, là, pour que les gens puissent avoir accès, puissent les voir. Donc, si je comprends bien, un citoyen de n'importe où dans Charlevoix peut vous amener ses archives personnelles, familiales, puis vous demander de les conserver puis de les faire rayonner. Là. Oui, exactement. Dans le fond, on a une politique d'acquisition, mais généralement, là, quand ça respecte les critères, il n'y a pas de problème. Et puis, est-ce que quelqu'un, un citoyen, peut aller faire des recherches au Centre d'archives? Oui, on a notre recherchiste, Rosaire Tremblay, que bien des gens connaissent. Donc, il est là pour ça, là, pour accueillir les gens, puis prendre les demandes de recherche, puis répondre aux gens. OK, OK. Donc, à peu près tout ce qui touche l'histoire là, de Charlevoix, vous êtes outillés pour donner des réponses à ceux qui ont des questions. Généralement, on trouve les réponses. Ah, c'est formidable, tout ça. Prochainement, vous avez une campagne de financement aussi, je pense. Oui, dans les prochains jours, on va faire le lancement de notre campagne de financement annuelle. On avait pris une pause de 2 ans là, à cause de la pandémie. Et là, on revient avec notre tirage d'œuvres d'art. Oui, c'est qui cette année? C'est Michel Plot. C'est un artiste qui est à la galerie Art et Style à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un scoop, là. Oui, on a hâte de la voir, là. Oui, c'est ça. On va la dévoiler. La toile va être dévoilée dans les prochains jours. Parfait. Dans le fond, si vous avez envie là, de soutenir le Centre d'archives, c'est un très bon moyen. Les billets vont être en vente au coût de 20 $. Puis on les trouve où? Ça va être au Centre d'archives ou auprès des membres du conseil d'administration. C'est impeccable. Donc, on vous souhaite une super de belle campagne. On espère que plein de gens vont venir voir votre travail quand même de recherche. Il y a pas mal de choses ici. Puis, bien, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous pour les expositions. Merci, Madame Lavoie. La dernière exposition qu'on présente aujourd'hui se nomme « Dans la tête d'un rêveur ». Et c'est M. Marco Piloto qui nous présente ses œuvres. Bonjour, M. Piloto. Bonjour, Pascal. Heureuse de vous avoir ici pour la seconde fois, je pense. Oui, je pense que c'est un honneur d'être au Carrefour. En plus, une deuxième fois, donc aux 2 ans, d'avoir pu m'infiltrer et faire que le travail les 2 dernières années où on fait la dernière hiver, je pense que tout le monde a été un peu confiné, où on a eu des restrictions. Moi, j'en ai profité. Étant déjà dans une situation de confinement, bien, pour moi, ça a été plus créateur, je pense. Pour vous, le COVID, l'isolement, tout ça, ça vous a donné juste plus de temps pour créer, finalement? Oui, c'est sûr que tu as moins de visites, tu as moins d'apéros, moins de repas avec des copains, pas de sortie. L'hiver aussi, pour moi, en fauteuil, bien, c'est sûr, c'est l'isolement. Je ne peux plus aller rouler, je ne peux plus aller dehors. Donc, c'est ma grosse période de création. Donc, tout ce qui est montré aujourd'hui a été retenu, à part peut-être 2 tableaux. Je ne les ai pas mis sur mon site de façon à ce que les gens découvrent vraiment l'univers qui a passé dans ma tête cet hiver. Oui, bien, c'est un univers ultra coloré. Il faut croire que pour vous, c'était une période joyeuse. Bien, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je peins toujours dans la joie, dans le plaisir. Je me fais plaisir à peindre. Donc, c'est avant tout l'exécution de ma joie personnelle, de mes idées, de mes folies, de mes rêves, dans le fond, qui sont spontanés. Et puis, donc, il n'y a pas, je ne suis pas un artiste, mais enfin, quelqu'un qui existe, qui travaille avec un fil conducteur. Un tableau part d'un autre, il n'y a pas vraiment de suite. Là, ici, on peut voir vraiment, avec l'agencement de l'équipe, vraiment l'ensemble de mon univers. Ben oui, puis il y a une suite dans tout ça. Il y a vraiment une cohérence, là. Bien, avant tout, je pense que
disons, des grands thèmes. Bon, l'amour, j'aime beaucoup représenter le couple, je pense que c'est important dans l'équilibre. Les chiens ou les animaux sont présents, c'est vraiment l'amour inconditionnel ou le compagnon fidèle. L'activité humaine, probablement dû à mon invalidité, moi, je surfe encore, je skie encore, je pratique encore des sports dans mes rêves, je regarde encore, ça m'intéresse. Donc, je reste un passionné, donc ça m'intéresse de les transposer en images. Hey, c'est beau ce que vous venez de dire. Là, dans vos rêves, vous n'avez pas votre handicap. Non, rarement. Donc, quand on vous voit courir, vous vous mettez souvent en scène dans vos tableaux. Dans le fond, c'est vraiment votre façon que vous vous percevez encore aujourd'hui. Vous êtes cet homme-là actif. Bien, je reste un gars dynamique. Baie-Saint-Paul me permet d'avoir retrouvé une autonomie physique. Donc, je pousse la porte, puis je roule au moins 5 à 12 km, je pense que c'est les habitants de Baie-Saint-Paul. Par jour? Oui, me voient pour circuler partout ces pistes cyclables, parce que ça fait partie de mon rythme de vie ou mon hygiène de vie, rester en santé, être physiquement fort, pour justement avoir des journées accomplies pleinement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de vous. Avant d'avoir l'accident, vous étiez un grand sportif, je pense. Oui, c'est ça. Bien, Marco Piotto est né dans les années 60 à Montréal. Je suis le quatrième d'une famille de 5. Des parents qui étaient très sportifs, très ouverts au plein air. Je nageais beaucoup, j'allais à la piscine tous les jours, nager 200 longueurs pendant 12 ans. Donc, pour moi, la discipline sportive, l'activité, l'adrénaline a toujours été là. Donc, j'ai eu une vie face d'homme d'affaires, j'ai jamais travaillé pour personne. J'ai toujours été contractuel, j'ai eu mes propres entreprises, jusqu'à l'âge de 44 ans où je me suis cassé le cou en ski. Et là, il est devenu ma tétraplégie, donc paralysé des mains et du bas du corps. Tout ça m'a amené à un changement radical, autant familial que personnel. Donc, beaucoup de deuil, mais sans peine, parce que je suis quelqu'un de positif. Donc, à partir de là, je me suis lancé. J'ai toujours dessiné. Là. Ça a toujours été une activité personnelle, vraiment personnelle, que je gardais pour moi. Et puis là, la transposer, vraiment dire, OK, je vais devenir peintre. Donc, c'est apparu après. L'accident a permis ça. Oui, a permis de faire des œuvres accomplies, disons, ou un travail accompli. Plutôt que de faire juste des sketchs pour moi, j'ai dit, OK, je vais les réaliser, je vais les finir, puis je vais les mettre comme ça. Puis je les accumulais dans la maison. Les gens venaient prendre un verre ou manger, puis ils étaient là, wow, c'est bien le fun. Là, les gens faisaient l'acquisition jusqu'à ce que je sois pris sous l'aile de Giovanni Gerometta à la Galerie Mont-Sainte-Anne, qui lui m'a dit, hey, c'est beau ce que tu fais, on va exposer, créer des vernissages, puis là est parti un peu le côté artiste professionnel, ou enfin. C'est devenu mon gagne-pain. Donc, au lieu de me concentrer sur le milieu des affaires, je me suis concentré sur la peinture. Je peins 6 à 8 heures par jour. Donc, je peins vraiment, c'est beaucoup de temps, mais j'aime ça. Après vos 12 km, votre 6 à 8 heures par jour de peinture, les journées sont pleines. Entrecouper des repas. Tant que la lumière est là, je peins. C'est sûr, quand la lumière s'en va. Peindre sous une lampe, j'aime moins ça. Donc. Il doit y avoir quand même des défis, là, avec, comme vous dites, vos mains sont paralysées. Bien, c'est évident que, j'ai pas de préhension, donc le pinceau, je le tiens pas. Donc, j'ai une limitation au niveau de la dimension des pinceaux, ce qui fait que je peins avec les plus larges font 1 pouce et quart. Donc, pour rentrer dans l'orthèse, les interchanger, j'ai toujours une certaine limitation dans le choix des pinceaux. Oui. Aussi les tubes, la façon de les ouvrir, de les fermer. Donc, l'acrylique, laver mon stock, fait que ça... Vous avez quoi, une attelle qui vous aide à le tenir? Une attelle, un scratch, où il y a une ouverture avec un clapet qui coince le pinceau. Donc, vous, quand vous allez magasiner des pinceaux, vous ne regardez pas la pointe, vous regardez le manche. Bien, je regarde la pointe, mais avant tout, le manche va-t-il. Puis s'il ne fait pas, j'ai des amis qui customisent, ou enfin qui vont diminuer le diamètre du pinceau pour qu'il puisse s'insérer. Mais ça reste que
je ne peux pas prendre un pinceau 4 pouces, faire des gros fonds vite fait. Puis, donc, tous les fonds, c'est énormément de couches sur recouches. Donc, j'ai développé des techniques propres à mes limitations, à même titre que je pince sur des toiles non tendues, donc déjà le canevas comme une feuille de papier, qui permet d'approcher au-dessus. Parce que je peins à plat, je ne peux pas peindre sur un chevalet. Bien, c'est ça que j'allais dire. Puis il y a des grands formats, là, comme le chien qu'il y a là. Vous ne pouvez pas vous lever là, pour aller le faire. Là. Non, comment aussi, vous travaillez? Tu sais, mon ballon, j'ai mon tonus par rapport à... Moi, je suis paralysé d'ici. Donc, mon tonus, il faut que je peigne souvent appuyé et puis mélanger les couleurs. Donc, tu vois, il y a tout un effort physique qui est vraiment... Le bras aussi, là. Donc, il faut garder un bon tonus pour me permettre... d'arriver à... Mais des fois, il faut de l'aide probablement pour faire des grands formats, pour tirer les toiles. Je fais tout seul. Ah oui? Non, je fais tout seul. Puis, des fois, les plus petites viennent d'un canevas plus grand. J'ai tracé les lignes pour les coupes. Quand quelqu'un passe à la maison, prend les ciseaux, hey, coupe-moi ça, coupe-moi ça. C'est vraiment la collaboration des gens qui m'entourent parce que je ne suis pas autonome. Donc, j'ai des aidants qui me lèvent, qui me lavent, qui m'habillent. La nourriture est faite. Fait que j'ai pas à me soucier. C'est pour ça que je peux consacrer beaucoup de temps à peindre, parce que mes besoins essentiels, je les ai comblés avec de l'aide. Avec de l'aide. Donc, c'est parfait. Vous êtes bien entouré, si je comprends bien, à Baie-Saint-Paul. Ça me donne une vie parfaite. Ah oui? Plus besoin de faire les tâches ménagères. On a des aidants. C'est un travail d'équipe, c'est ça. C'est bien s'entourer. Dans le fond, c'est comme une business. T'as beau être le patron, si tu n'as pas une bonne équipe, tu n'arrives pas à exécuter. C'est un travail d'équipe. Ouais. C'est à même titre. Puis, je pense que la peinture, le fait d'avoir été un entrepreneur, un homme d'affaires, me permet de... J'ai pas recours à une galerie, j'ai pas besoin d'un agent. Je sais faire ma promotion, mes signets, entretenir mes relations. Je suis quelqu'un qui a un environnement social assez grand. J'ai beaucoup d'amis au parcours de ma vie qui sont toujours là, qui me soutiennent parce que je n'ai jamais tombé down. Ouais. Au contraire, moi, j'ai toujours été up. Fait que les gens, ça les inspire, puis ils me supportent. Vous êtes vraiment bien fait, hein? Faut l'admettre, là, un caractère d'acier. Bien, je pense qu'on a une vie à vivre, puis il faut la vivre dans la joie, puis c'est ce que je fais. Je peins dans la joie. Pourquoi vous avez choisi de venir vivre à Baie-Saint-Paul? Bien, parce que Baie-Saint-Paul est encore un des seuls villages qui permet pour une personne en fauteuil d'avoir une interaction sociale par rapport à ma mobilité, le nombre de pistes cyclables, les petits circuits, les amis, puis tous les petits endroits où je peux aller. Donc, vous trouvez que c'est quand même bien adapté comparé à d'autres villes? Oui, je peux aller à l'hôpital par moi-même, je peux aller à l'épicerie, je peux aller prendre un café. Je peux vraiment circuler dans un environnement assez grand, en totale autonomie. Donc, c'est quand même bien. Wow, ça me rend fière de ma ville, ça. Non, c'est la belle ville. Il y a aussi le côté, bon, c'est sûr, c'est l'épicentre de la peinture paysagiste. Il est passé plein d'artistes. Puis il y a beaucoup de gens de tout azimut, de toute culture. Donc, c'est nourrissant à moi-même, étant un fils d'immigrés. Donc, ayant vécu en Europe plusieurs années, tu vois, ici, il y a vraiment un amalgame de gens, d'énergie, qui fait que, bon, ben, si je passe partout, je me fais plein de nouveaux amis. Fait que je suis capable d'avoir quitté, disons, un groupe social dans lequel j'ai évolué 20 ans à Saint-Anne-de-Beaupré, puis me recréer un groupe social aussi. Ma dernière question, on termine ça là. Vu que vous dites que vous êtes à votre compte, que c'est vous l'entrepreneur de tout ça, on peut certainement trouver vos œuvres ailleurs qu'ici? Bien, chez moi. Dans le fond, les gens, c'est juste sur mon Facebook personnel. À Marco Piloto, tout court, les gens me Googleisent, vont voir mes œuvres, vont trouver mon téléphone ou vont voir. Puis finalement, bien, tout ce que je produis, je le vends. Puis je pense que ce que j'apprécie, c'est que moi, je travaille dans le bonheur, puis j'arrive à rendre les autres heureux. C'est pas réellement la finalité, c'est ça, les gens mettent la main dans leur poche pour acquérir. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens partent avec une œuvre parce qu'ils ont envie de vivre avec. Ça va les rendre heureux. Donc ça, c'est le réel aboutissement
de la création. Vous avez raison, vos œuvres, ils donnent du bonheur, c'est tellement clair. Et je vous remercie, M. Piloteau. Merci, merci. Puis on espère plein de monde qui vont venir à votre expo. Je crois que les gens vont apprécier. Merci beaucoup. Alors, ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les expositions qui vont être ici jusqu'au 17 juillet, soit Rencontre cellulaire de Monique Genet, Chouchou le train de Charlevoix du Centre d'archives régional de Charlevoix et Dans la tête d'un rêveur de Marco Piloteau. Bien sûr, nos 2 expositions permanentes sont toujours disponibles, soit Espace Baie-Saint-Paul sur l'histoire, le patrimoine de notre belle ville et des villages environnants, ainsi que le Studio Trad sur les techniques textiles vraiment régionales de la région. Alors, venez nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. Merci.